Sous-chef à 18 ans, étoilé à 21, entrepreneur à 23, le parcours de mon invité du jour pourrait se résumer à une série de premières fois retentissantes. Mais Julia Sedevdjian est bien plus que cela. Celle qui a longtemps été connue comme la plus jeune chef étoilée de France n'est pas que la bonne élève de la gastronomie. Déterminée, généreuse mais aussi impulsive et un peu rebelle, Julia analyse son parcours sans concession, avec l'authenticité qui la caractérise, loin du storytelling ambiant. Dans cet épisode, elle revient pour nous sur son départ à Paris sur un coup de tête à 17 ans, sur son évolution personnelle en tant que manager en cuisine et sur la difficile question de l'équilibre vie privée-vie professionnelle quand on travaille dans la restauration. Et si l'évolution de son regard sur le rôle du chef de cuisine, entre ses débuts il y a 15 ans et son statut de chef confirmé et respecté aujourd'hui, était un indicateur sur l'évolution des mentalités dans la gastronomie ? Si vous aimez ce podcast et que vous voulez m'aider à le faire connaître, laissez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre appli de podcast préféré. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait de Julia Sedevdjian dans Girls in Food. Bonjour Julia Sedevdjian. Bonjour Adeline. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs de Girls in Food ? Je m'appelle Julia Sedevdjian, je suis chef propriétaire de mon restaurant Bayeta dans le 5e arrondissement de Paris et de mon épicerie fine traiteur Cicéron qui est à 2 pas du restaurant. Alors commençons par parler un peu de ton enfance. Est-ce que la cuisine c'était quelque chose d'important dans ta famille quand tu étais petite ? Oui, donc dans ma famille, quand j'étais enfant, la nourriture, ça a toujours fait partie un peu, bien sûr pendant les repas de fête, mais aussi des événements de famille tout au long de l'année. Et même ma maman cuisinait très bien au quotidien, donc j'ai toujours eu la chance de bien manger et j'ai eu vite la passion de la gourmandise. Donc très très jeune, je me suis dit tiens, c'est peut-être quelque chose que j'aurais envie de faire plus tard. Et juste pour qu'on situe un petit peu, ton enfance c'était dans le sud de la France, c'est ça ? Exactement. Moi, je suis niçoise, je suis née à Nice, j'ai grandi là-bas pendant 17 ans. Donc j'ai pu connaître la joie de la province, connaître le potager chez ma marraine, voir les courges, les blettes pousser, donc ça aide aussi. Ouais, bien sûr. On reste dans ton enfance. Est-ce qu'il y avait un plat particulier que vous mangez tous les dimanches ou alors est-ce qu'il y a un plat de fête que tu aimais particulièrement ? Le plat de fête que j'aime particulièrement et qui m'a le plus marqué, je pense que c'est l'aioli. J'en ai fait mon plat signature pendant un moment. Voilà, c'est un plat de partage où voilà, on se mettait tous autour de la table, un gros plat à partager. Il y a ça, et moi j'ai des origines siciliennes et arméniennes de mes parents. Et quand c'était soirée arménienne, voilà, c'était les mezzés plein la table, ça criait autour de la table. Voilà, c'est des ambiances, c'est des moments que je retiens, et c'est ça que j'ai envie de partager aujourd'hui dans ma cuisine aussi, c'est cette chaleur et ce partage-là. Et donc on le comprend, tu as assez vite pensé faire de la cuisine. Est-ce que ça a toujours été le seul et unique métier que tu as eu envie de faire, ou est-ce que tu as eu d'autres rêves d'enfant, Voilà, comme tous les enfants, très petite, je voulais être vétérinaire, sauver les animaux. Mais bon, vite, je me suis rendu compte que vétérinaire, fallait faire beaucoup d'études. Et qu'au final, vétérinaire, c'était pas si sympa que ça, puisque bon, tu voyais plus ces animaux. Ouais, pas en très bonne forme. Exactement. Donc, à l'adolescence, très vite, au collège, genre 4e, 3e, j'ai commencé à dire à maman, ouais, j'aimerais bien faire de la cuisine ou de la pâtisserie. Au début, c'était la pâtisserie. Okay. Je faisais à la maison des petites choses, des petites crêpes. Il faut bien commencer, ouais. Ouais, exactement. Et ouais, à 13-14 ans, je me suis dit, allez, c'est ça que je veux faire. Moi, je veux pas continuer les études. C'est pas quelque chose dans lequel je me retrouvais. J'étais un peu rebelle, donc ça aussi, ça m'a fait du bien en cuisine. Ça m'a remis un peu un cadre. Ok, ouais. Voilà, donc... Et est-ce que la cuisine, ça a été ton tout premier job ? Le premier job que tu exerçais, c'était en cuisine, ou tu as fait d'autres choses, même très jeune ? Non, du coup j'ai fait ma 3e, et en fin de 3e j'ai passé mon brevet, je l'ai eu.
grâce à ma maman qui m'a fait beaucoup travailler parce qu'à l'époque vraiment c'était vraiment pas mon fort et j'avais plus envie d'aller à l'école et du coup mes premiers choix c'était aller dans une école hôtelière en bac pro. J'avais pas les notes suffisantes pour, donc j'ai pu rentrer en CAP. Ouais. Cuisine du coup et pas pâtisserie. Et du coup j'ai été prise en CAP cuisine en formation de 2 ans dans le lycée hôtelier de Nice. Ouais. Je devais chercher un apprentissage puisque moi ce que je voulais c'était être sur le terrain aussi et pas retourner dans un système où on est à l'école et oui, il fallait une rupture avec tout ça. Je voulais travailler. Enfin. Ouais, j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains, j'avais besoin de trouver un échappatoire. Donc j'ai tanné ma maman en lui expliquant que c'était bien ça que je voulais faire et les premiers jours en cuisine ont commencé et là je me suis dit aïe. C'était pas comme ça que je m'imaginais la vie en cuisine. Parce que voilà, c'est un monde nouveau, le vocabulaire est complètement différent. Et puis moi, on m'a mis un couteau dans les mains, je me suis dit, ça va être facile, tu les vois faire, ça a l'air facile. Ouais. En fait, la première journée, j'ai mis franchement 10 heures à couper 15 poivrons. Ouais. Donc, et là, tu te sens tout petit. Mais c'est parce que... alors, 2 questions. D'une part, est-ce qu'il y avait dans l'entourage familial des gens qui travaillaient en cuisine d'une manière ou d'une autre, ou dans la gastronomie, à quelque niveau que ce soit. Et est-ce qu'il y avait un frein chez tes parents à te laisser faire ça comme métier ? Alors, moi, avant de commencer mon CAP, j'ai passé un été chez mes cousins vers Bordeaux, qui, eux, avaient un peu un restaurant table d'hôte avec quelques chambres. Et c'est là où j'ai un peu découvert le métier avec eux. Mais voilà, c'était quelque chose de très familial, très petit. Et ensuite, moi, j'ai choisi pour faire mon apprentissage un restaurant gastronomique à Nice. Donc, je suis arrivée dans une cuisine où il y a une vraie brigade, c'est autre chose comme ambiance. Il y a des codes, où il y a une rigueur. Et là, c'est vrai que la première fois que le chef m'a adressé la parole pendant le service pour me demander quelque chose, je me suis littéralement décomposée parce que je ne comprenais rien. Juste, ils annonçaient les gens qui rentraient dans le restaurant. Donc, les serveurs arrivaient et disaient 2 qui passent. 3 qui passent, 4 qui passent. Et moi, je cherchais les plats mexicains qui devaient sortir, tu vois, à peu près. Voilà, donc c'était à ce stade-là. Et donc, mais c'est vrai que t'étais une enfant encore. J'étais une enfant, j'avais même pas 15 ans. Ouais. Et maintenant, est-ce que ça pour le coup, ça t'a marqué ce côté, les premières semaines où tu étais un peu perdu et quand toi, tu reçois aujourd'hui en cuisine des gens très 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 jeunes, est-ce que tu fais différemment ? Bien sûr. J'ai une indulgence par rapport à ça, où quand dans ma tête je commence à me dire mais qu'est-ce qu'il comprend pas ? Tout de suite je me rappelle ces moments-là où j'hésitais dans la chambre froide entre le persil, la coriandre, la ciboulette parce que je savais même pas les reconnaître et je me dis toi aussi t'es passé par là. Donc à ce moment-là il faut être indulgent et il faut se dire ok, un peu de patience, c'est à nous de transmettre aussi. Parce que, en fait, si on ne transmet pas, on ne peut pas les faire évoluer. Oui, bien sûr. Ouais. Et par rapport à tes parents, est-ce que donc il y avait le fait d'avoir de la famille qui avait quand même un restaurant, est-ce que eux ça les rassurait sur ta vocation ou est-ce que ils ont quand même ils avaient des freins ou... Je pense que c'est toujours difficile de laisser partir ses enfants travailler si jeunes. Ouais. Voilà, j'avais pas encore 15 ans. Ma maman, franchement, c'est une mère poule à l'italienne. Donc forcément, y avait des peurs, mais des peurs de maman. Donc moi, ma première année d'apprentissage, tous les soirs, mes parents venaient me chercher devant le restaurant... et ils m'attendaient le temps que je finisse le service. Ouais. Voilà, parce qu'ils avaient peur que je rentre en bus, parce que... Ouais, bien sûr. Donc, au début, bien sûr, c'est dur de te dire, ma fille, elle rentre dans la restauration, elle va travailler le soir, elle aura plus ses week-ends. Donc, c'est ça aussi, c'est les sacrifices qui commencent aussi derrière. Et toi, à cette époque-là, quand tu étais encore... t'avais même pas 15 ans, c'était qui tes modèles ? Est-ce que tu en avais ? Parce que, mine de rien, comme tu as commencé très jeune, tu as déjà pratiquement une quinzaine d'années d'expérience aujourd'hui. C'était un peu les débuts de la cuisine à la télé. Est-ce que toi, tu avais déjà des gens qui t'intéressaient, des chefs, ou c'était pas du tout une influence ? Je me souviens pas avoir eu de modèle à cette époque-là. Et j'étais trop jeune et trop...
Aujourd'hui, j'ouvre des livres, j'ouvre des bouquins, j'ouvre des magazines depuis une dizaine d'années. Mais il y a 15 ans, ça me passait au-dessus, en fait. Okay. Déjà, fallait que j'arrive à me concentrer sur ce que je faisais et essayer d'évoluer. Et j'avais pas encore cette culture. Ça s'est fait au fur et à mesure avec l'école aussi. Parce qu'à l'école hôtelière, c'est là où on commence à t'apprendre les recettes de grands chefs, les parcours de grands chefs. Et c'est là où tu commences à avoir des références, à te dire, ah tiens, lui j'aime bien ce qu'il fait, ah c'est super ce parcours. Mais au tout début, non. J'avais pas vraiment... C'était plus de me dire, voilà, je suis gourmande, j'aime manger, j'aime faire la cuisine, j'essaye de faire ça et ça a marché. Donc tu nous le disais, tu as commencé tout de suite dans un restaurant étoilé ton apprentissage. Tu en gardes un bon souvenir d'avoir commencé comme ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais à des jeunes qui se lancent? Moi, je garde des souvenirs, des très très bons souvenirs de mon apprentissage. C'est vraiment 3 années de ma vie que j'ai adoré. Parce que je découvrais le métier, parce que je découvrais les produits, parce que je découvrais aussi le monde du travail. Parce que c'était d'avoir des collègues et des collègues plus âgés que moi, donc qui m'ont appris aussi des choses différentes, qui m'ont emmené boire des verres le soir après le service. Non mais voilà, j'ai fait des sacrifices parce que à cet âge-là, normalement, on sort avec ses collègues le samedi après-midi. Tu commences à faire des choses avec ton entourage, mais là, voilà, j'étais plongée dans un monde du travail avec des adultes. Et ça, tout de suite, ça m'a fait prendre beaucoup en maturité. Et ça m'a beaucoup plu, cet environnement, d'avoir des responsabilités, qu'on me fasse confiance sur des choses. Et très vite, je me suis dit, ok, on me fait confiance, faut pas que je déçoive mon chef, faut pas que... Voilà, on est une équipe, on fait les choses ensemble, et ça m'a marqué. Donc tu as fait ta formation en cuisine, mais j'ai lu aussi que tu avais ensuite fait une formation en pâtisserie. Oui, finalement, j'y suis revenue. En fait, j'ai fait mes 2 ans en cuisine et au bout de 2 ans, mon chef de l'Aphrodite me dit « Juju, il faut absolument que tu fasses ton CAP pâtisserie. » Et là, je me suis dit « Ah non, j'ai fait 2 ans de cuisine, maintenant je suis amoureuse de la cuisine, je peux plus faire de pâtisserie. » Et il m'a dit, et c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné, « Écoute-moi, quand tu auras ton restaurant, tu me remercieras. » Mais tu seras contente d'avoir tes bases en pâtisserie, donc tu vas aller faire ton CAP. J'ai dit oui, chef. Voilà. Oui, parce que est-ce qu'on peut parler aussi un petit peu du type de cuisine du restaurant dans lequel tu étais? Parce que j'ai lu que c'était un mix entre cuisine méditerranéenne, du sud de la France, et aussi il y avait une partie un peu moléculaire, assez pointue. Ouais. Tout à fait. En fait, on avait... C'est pas forcément courant, ça, dans tout le monde. Non. Et c'est ce qui m'a appris, je pense, beaucoup de rigueur aussi avec cette cuisine-là. C'est que déjà, j'ai appris la cuisine traditionnelle parce qu'on avait des menus traditionnels niçois avec les produits niçois, des techniques à l'ancienne. Mais à côté de ça, on avait un gros menu sur la cuisine moléculaire. Et ça m'a appris plein de choses. Mais c'était bien d'avoir les deux. Je pense qu'il y aurait eu que le moléculaire ou que le traditionnel, peut-être que ça m'aurait pas tenu en haleine aussi. Et c'était très très intéressant pendant ma formation parce que je suis restée 3 ans dans la maison et je me suis jamais ennuyée. J'ai toujours eu quelque chose à apprendre, une nouvelle technique, un nouveau produit. Et ça, c'était génial. Et donc c'est à cette période-là aussi que tu as fait des concours. Est-ce qu'on peut en parler? Parce qu'il y a souvent un sujet dans les concours... On constate qu'il y a très peu de femmes qui sont lauréates, qui gagnent. Il y a aussi peu de femmes qui participent. Toi, du coup, tu es un bon exemple dans ce domaine-là, sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta motivation à faire ce concours? En plus, tu as gagné. Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Alors, le concours que j'ai fait, c'était pendant ma 2e année d'apprentissage. Du coup, c'était sur la fin de ma dernière année d'apprentissage en cuisine et j'allais commencer l'année en pâtisserie. Et c'était du coup le concours des meilleurs apprentis de France. Donc à l'école, mon chef de cuisine m'avait dit, écoute, si tu as envie, parle-en à ton chef, mais j'aimerais bien te présenter au concours. Donc on était 2 filles dans ma classe à se présenter au concours cette année-là. Et j'en ai tout de suite parlé à mon chef. Lui, il m'a dit super, pas de problème, on va s'entraîner. Donc on s'est beaucoup entraîné. C'était dur parce que tous les jours, je répétais mes recettes et tous les jours, c'est mon chef qui dégustait et qui me disait ça va pas, ça va pas. Donc j'ai appris beaucoup sur moi, sur mon stress, sur beaucoup de choses. Et ça a été une très belle expérience.
Ça m'a marqué aussi parce que je m'attendais pas forcément à faire des rencontres humaines et que ça soit au niveau du jury, parce que mon jury, comme par hasard, c'était le mari de Stéphanie Lequelec, qui était à l'époque dans le Sud et aujourd'hui que je peux croiser dans les restaurants de Stéphanie ou sur des extérieurs ici. Donc je me dis quand même, c'est quand même assez extraordinaire. Et aussi des candidats, parce que la petite anecdote pendant le concours, c'est que donc on avait un plat imposé. Je me souviens, c'était une pintade en plat et le dessert c'était un flan. Et sur le flan, on avait un appareil à tuiles, moi et mon collègue que je connaissais pas, qui était d'une autre école, qui avait une tuile aussi, et à la dernière minute avant d'envoyer, il casse 2 tuiles. Et moi, il me restait un appareil à tuiles, et là je lui dis, Guy, prends mon truc, fais 2 tuiles. Et là, lui, il est en train de baisser les bras, il y croit plus, et je lui dis non. C'est bon, il reste 2 minutes, on va te sortir tes tuiles, et parce que moi je pense équipe en fait. Là je pense plus concours individuel, parce que c'est les valeurs que j'ai appris dans mon entreprise. Là je vois un collègue qui est en train de se dire ok, j'ai travaillé tout ça pour rien, et en fait on sort ces tuiles, on finit de dresser ensemble, et ce qui est beau c'est que quand ils annoncent les résultats, donc ils commencent par médaille de bronze, médaille d'argent, médaille d'or, ils annoncent son nom, Guy. Et là, je me dis, c'est pas possible. J'ai aidé le gagnant et moi, j'ai pas de médaille. Et là, je suis en train de me dire, mais c'est pas possible. Et deuxième médaille d'or, Julia Cédéjean. Et là, j'ai hurlé dans tout le truc et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. Comme quoi, ça paye toujours. Mais oui. Ça paye toujours. C'est super intéressant. Le côté humain dans notre métier, il ressort toujours. Parce que sans ça, on fait rien, en fait. Et est-ce que tu aurais eu envie de faire d'autres concours après ? Est-ce que tu t'imagines peut-être en faire un jour à nouveau ? J'ai fait quelques concours pour m'amuser par la suite, avec les maîtres restaurateurs, mais le prochain que j'aimerais tenter, c'est pas pour tout de suite, mais un jour, pourquoi pas faire les MOF ? J'aimerais bien. Et toi, c'est quoi ton analyse sur le fait que dans les concours, il y ait aussi peu de femmes qui se présentent, Alors, mon analyse, c'est que je pense qu'on est un peu moins compétitrice que les garçons, parce que moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec des brigades très féminines, des brigades très masculines, et je sens la différence. Je sens que les mecs, entre eux, ils aiment bien ce côté compétition, ce côté « je serai meilleur que toi ». Nous, on est moins comme ça. Nous, les filles, je trouve qu'on a des objectifs, mais qu'on est sur la longueur et qu'on sait ce qu'on veut, mais qu'on va pas forcément chercher à dire moi je suis meilleure, voilà. Après, forcément, il y a moins de femmes dans les concours parce que déjà il y a moins de femmes en cuisine, ça, on va pas se leurrer, on le sait. Maintenant, j'espère que ça changera et qu'il y en aura de plus en plus. On le voit déjà dans les écoles, il y a de plus en plus de jeunes filles qui se lancent, donc il n'y a pas de raison. Exactement. Si on passe ensuite à l'étape suivante de ton parcours, donc là tu avais fait 3 ans dans ce restaurant Aphrodite à Nice. Et ensuite, tu aurais pu, je suppose, aussi postuler pour rester, mais tu as décidé de faire autre chose. Ouais. Alors raconte-nous. Là, 3 ans après donc mon apprentissage, j'ai 17 ans et quelques. Là, je me souviens très bien, je vais voir mon chef et je lui dis mon chef, je vais partir dans 2 semaines, je veux monter à Paris. Et le week-end, je monte chez mes parents parce que j'avais pris un appartement pour être plus à côté du travail à la fin. Et je me souviendrai toujours, je monte voir mes parents, on mange ensemble et je dis à ma mère, bon maman, demain je pars à Paris et je vais trouver un appartement et un job. Parce que moi je suis un peu comme ça, je suis toujours à la dernière minute, lâcher la grosse bombe. Maintenant elle connaît, donc elle est plus surprise, mais je me rappellerai toujours de sa tête. Et là elle me dit, mais ma fille, t'as 17 ans, qu'est-ce qui va t'embaucher à Paris à 17 ans, t'es même pas majeure. Je dis, fais-moi confiance, demain je pars à Paris, je vais trouver. Et voilà, je suis revenue, j'ai trouvé un appartement et mon premier job c'est les Fables de la Fontaine dans le 7e à Paris. Et pourquoi Paris en fait ? Pourquoi est-ce que tu as eu envie de venir à Paris ? Parce que tu es venu avant d'avoir trouvé le job, donc Parce qu'à l'époque le CV c'était très important.
beaucoup plus important qu'aujourd'hui, et que pour moi, Paris, c'était le rêve, c'était voilà, aller dans un restaurant étoilé à Paris, me challenger, trouver quelque chose peut-être d'un peu différent. Et je me suis dit, voilà, je pars 1 ou 2 ans à Paris, ça fera beau sur mon CV, et on verra, quoi. Et ben, ça fait 10 ans, je suis toujours là. Donc tu arrives au Fab de La Fontaine comme commis. Ouais. Et là, c'est le début d'une ascension fulgurante. Est-ce que tu peux nous dire, donc tes premières semaines au Fab de La Fontaine, comment ça s'est passé ? Alors, mes premières semaines au Fab de La Fontaine, où je rentre en tant que commis, c'est mon premier job, j'avais des exigences. J'avais des exigences parce que je partais pas aussi loin de ma famille, et oui, parce que pour moi, ça me paraissait être le bout du monde. Hein. Et voilà, j'avais des attentes professionnelles, parce que je partais dans un endroit où je connaissais personne, et que je voulais avoir mieux que ce que j'avais à Nice, parce que sinon, pour moi, il n'y avait pas d'intérêt. Donc au début, j'ai eu quelques doutes. Je suis pas vraiment resté au début. Je suis parti une fois parce qu'il y avait un changement de chef qui était en train de se passer au Fab. Et moi, quand j'avais fait l'entretien, je l'avais fait avec le nouveau chef, en fait. Et j'avais beaucoup apprécié sa vision de la cuisine, etc. Et en fait, quand j'ai commencé, il n'était pas encore en place. D'accord, oui. Et c'était un peu brouillon, un peu... et là, j'ai commencé à me dire, oulala, qu'est-ce que je fais ? Oui, c'était pas ce pourquoi tu avais signé, en fait. Non. Donc, je suis parti une première fois en me disant, bon, je vais regarder ce qu'il y a d'autre, on va voir. Et le chef m'a rappelé et m'a dit, écoute, moi, je commence dans 2 semaines, viens à ce moment-là et on voit. Et en fait, dès qu'il est arrivé, il y a eu de gros changements. Et en fait, là, c'était le début de la grande aventure, puisque moi, au Fab, je suis resté presque 7 ans. Donc, j'ai commencé commis. J'avais 17 ans et quelques. Même pas 1 an après, du coup, on me propose de passer sous-chef. Donc ça, c'est encore un gros gap, puisque j'ai 18 ans. Je me souviens, j'appelle ma mère, je lui dis, écoute, maman, on m'a proposé de prendre la place de sous-chef. Elle me dit, mais t'es sûre ? Et je lui ai dit, écoute, j'ai que 18 ans. Je vais le faire, et puis si c'est un échec, pour moi, finalement, ça en sera pas vraiment un. Mais bien sûr. Parce que je suis tellement jeune, et puis au final... Et toi, justement, t'avais pas de doute, Je suis quelqu'un de nature un peu peureuse, un peu... Mais je me suis dit, je le fais. Ouais. J'ai rien à perdre. C'était ça, en fait. Voilà, c'est tout. J'ai pas 30 ans, j'ai pas 35 ans, j'ai pas 3 expériences derrière moi de sous-chef en me disant, j'ai une pression de... Non. Là, il savait, s'il me proposait, c'est qu'il croyait en moi aussi. Sûr, et que... Donc, je me souviens, le premier week-end, une catastrophe, bien sûr. Hein, je me retrouve avec l'équipe, je stresse comme pas deux, je me suis coupé le matin. Enfin, il n'y a rien qu'à aller, le service, c'est une catastrophe. Et je me souviens, Grégory, qui était en salle à l'époque, qui est aujourd'hui un de mes associés, voilà. Je me rappelle très bien, et qui me dit, là, ça va pas le faire, va falloir que tu te reprennes. Et là, je me dis, waouh, ça va être dur. Et puis en fait, après ça a roulé. Et c'est un des postes que j'ai le plus aimé, je pense, en cuisine, c'est celui-là. C'était un peu le tampon entre l'équipe et le chef. Un peu cette médiation-là, ce début de commencer à manager une équipe aussi. Ça, c'était plus être qu'exécutant aussi, c'était faire partie un peu de l'autre partie de la barrière. Et j'ai appris beaucoup sur moi, j'ai appris beaucoup sur le côté humain aussi, et comment gérer une équipe. Même si j'étais très jeune, et que on me dit souvent, mais ça a été avec les équipes. Oui, ça a été parce que j'ai toujours aussi prouvé qu'on pouvait compter sur moi, que j'étais une bonne cuisinière. Ouais. Parce que à l'époque, comme c'est la preuve par l'exemple quelque part aussi. Exactement. Je voulais pas faire éplucher mes oignons, je voulais pas faire tailler mon persil. Non, je voulais qu'ils aient une confiance en moi et qu'ils aient un respect par mon travail. Et ça, je trouve que c'est important. Parce que tu peux pas demander des choses à ton équipe si toi-même tu sais pas les faire, ou si tu es en train de bégayer. Et ça, je pense que ça a fait beaucoup sur le fait qu'on ait beaucoup de respect pour moi en cuisine. Et c'était 2 années très, très sympathiques. Et le côté management, justement, entre ton expérience à Nice... Voilà, tu étais dans l'équipe, mais sans manager toi-même. Là, tu arrives dans un autre type de restaurant.
enfin en tout cas à Paris, dans une autre brigade, voilà, tout est nouveau. Est-ce qu'il y avait des différences? Est-ce que tu as retrouvé finalement le même type d'ambiance de cuisine dans les deux restaurants? J'ai retrouvé la même ambiance parce que moi j'ai toujours choisi des restaurants à taille humaine. Donc oui, c'était des restaurants étoilés, gastronomiques, rigoureux. Mais voilà, on était une dizaine à travailler. On est comme une petite famille finalement. Parce que... Et ça, c'était en conscience comme choix, c'est-à-dire tu t'es pas allé postuler dans des, je sais pas, 3 étoiles, le Palace. Ouais, c'est ça. Ça me faisait peur. Parce que je voulais pas être un numéro, je voulais pas être commis pipette, je voulais pas, non. Moi, j'avais des responsabilités quand j'étais en apprentissage. C'est moi qui tenais le poste des entrées, ou le poste des desserts, ou les cuissons. Et ça, je voulais le garder. Parce que, au fond de moi, j'avais peur de me dégoûter du métier aussi. Ouais. Parce que j'avais déjà conscience, au bout de ces 3 ans-là, que la limite des sacrifices et du dégoût, justement, de faire ces sacrifices-là, elle pouvait tenir à un fil. Ouais. Et justement, ce qui me faisait tenir, c'est d'être dans une équipe où aussi tu sens que une fois que le service il est fini, on va boire un verre, on peut avoir une discussion, on est des amis hors travail en fait. Et c'est là où j'ai fait la connaissance de mes associés aujourd'hui. Et je pense que ça se serait pas passé pareil ni pour mon parcours ni sur plein d'autres choses si j'avais été dans un palace, dans une grande maison. Voilà. Ensuite, assez rapidement finalement. Ouais, au bout de 2 ans, donc le chef commence à me préparer un peu à son départ parce que lui, ça faisait un petit moment qu'il voulait partir en province. Et tout naturellement, en fait, il me passe le flambeau, donc il commence à me donner des astuces un peu avant de partir. Mais en fait, je me rends pas compte encore à ce moment-là. Je me dis, bon, c'est bien, il y a une évolution, encore ce côté un peu de challenge, défi. Puis en fait, quand il part et que le patron, il me dit, bon, alors Juju, c'est quoi ta cuisine? Alors là, ça a été la question qui m'a... Je me suis dit, ah ouais, oui, c'est à moi de faire ma carte, c'est à moi de... Et en fait, pendant des années, tu fais la cuisine de tes chefs. Bien sûr. Bien sûr, tu as une petite influence, tu vas donner tes idées, mais tu fais la cuisine de tes chefs. Et là, on te demande, qu'est-ce que c'est? Comment tu définirais ta cuisine? J'en sais rien. Donc au début tu fais une première carte qui n'est reflet que de tout ce que tu as fait depuis le début de ta carrière, donc ça n'a aucun sens. Et puis au fur et à mesure tu aiguises ça, donc tu trouves ta cuisine, tu trouves ce que tu as envie de partager avec les clients. Et ça, qu'est-ce qui te permet justement de creuser ce sillon-là, de ta touche personnelle, de ton... Est-ce que c'est la découverte de nouveaux produits? Est-ce que c'est... tu l'as abordé par le côté technique, des nouvelles techniques? Est-ce que comment t'as affiné en fait ta propre cuisine? Alors, ça s'est fait au fur et à mesure. Au début, c'était par les produits que tu choisis, les techniques que tu as envie de mettre en place. Et puis après, tu te crées un peu un univers, en fait. Moi, j'avais envie de revenir aux sources. Donc, pour moi, ce qui me rassurait, c'était de faire une cuisine que je connaissais, une cuisine que je maîtrisais, des produits qui m'inspiraient aussi. Donc, forcément, je me suis dit, OK, moi, déjà, je veux faire de la cuisine méditerranéenne. Donc, à partir de ce moment-là, déjà ça pose un cadre. Voilà. Et puis ensuite, au fur et à mesure, tu vas affiner ta cuisine, tu vas avoir de nouvelles idées. Et encore maintenant, quand je regarde les cartes d'il y a 5 ans, je me dis, mais... Et c'est comme ça, en fait. C'est un métier où on évolue tout le temps, où on se remet tout le temps en question. Donc, en fait, c'est beau de voir comment on évolue. Mais c'est vrai qu'au début... Il faut regarder le passé avec indulgence aussi. Exactement. Et là, très, très rapidement, à nouveau, j'ai l'impression que c'est un peu le mot qu'on prononce beaucoup, c'est très rapidement, arrive l'étoile. Ouais. En fait, je prends le poste de chef en 2015 et en février 2016, je me souviendrai, c'est le 1er février 2016, c'était la cérémonie des étoiles. Et dans un coin de ma tête, bien sûr, tu espères toujours, mais... Voilà, j'avais 21 ans, on avait changé le concept du restaurant, on avait fait des travaux, agrandi la salle, baissé les prix, on travaillait complètement d'autres produits. Enfin, moi, je suis arrivé dans ce restaurant-là, on faisait du turbo et du caviar. Moi, je suis arrivé, je faisais du lieu jaune et de l'aïoli. Enfin, voilà, on était sur 2 univers complètement différents.
Et puis ça passe, leur tourne, on commence le service du midi. Il n'y a personne qui descend, parce qu'on était en sous-sol, du coup, pas de réseau, rien, donc un peu dans une grotte. Et vers 13h, il y a le patron du restaurant qui descend, un bouquet de fleurs à la main, qui s'agenouille devant moi. Là, bien sûr, on commence à pleurer, de joie, de tristesse, de tout. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Donc non, il me demande pas en mariage. Et il me dit, voilà, je suis devant la plus jeune chef étoilée de France. Et là, c'est explosion de bonheur, de fierté pour l'équipe, pour le travail qu'on a fourni. Et là, tu te dis, waouh, c'est assez extraordinaire. Et est-ce que, en plus de l'étoile, qui en soi est déjà un accomplissement énorme, le fait d'être la plus jeune chef étoilée de France, ça avait un sens particulier pour toi ou pas? Honnêtement, non, parce que je trouve qu'en cuisine, l'âge fait pas grand-chose finalement, et on n'est pas en train de se dire « Ah, t'as quel âge? Toi, tu fais quoi ?» Oui. Pour moi, comme le genre n'a pas d'importance, l'âge non plus, et ça devrait pas être un sujet. Après, voilà, c'est toujours, bien sûr, c'est toujours une petite fierté. C'est toujours un beau titre aussi. Voilà, bien sûr. Mais ce qui était extraordinaire, c'est de l'avoir, cette étoile. Ouais. Et là commence aussi une certaine médiatisation supplémentaire. Comment toi tu l'as vécu, ça? Le fait d'être scruté à la loupe, d'avoir beaucoup d'intérêt des médias aussi avec ce titre-là. Ça a changé mon quotidien. Du jour au lendemain, je suis passé de ma grotte à la lumière, entre guillemets, à être sollicité par beaucoup de médias, être sollicité par des chefs pour partir sur des festivals, sur des destinations. Moi, j'avais jamais voyagé dans ma vie, à part l'Italie, l'Espagne. Là, me voilà partie en Corée, en Pologne. Enfin, en fait, c'est une bulle qui s'ouvre et tu rentres dans l'univers des étoilés, quoi. Et vraiment, donc il y a vraiment un avant et un après. Ouais, il y a un avant et un après, clairement. Et moi, j'étais hyper timide à l'époque. Enfin, voilà, j'avais 21 ans. Les journalistes, je savais pas quoi leur dire. Je savais pas si c'était bien que je dise oui ou non. Donc, entre aujourd'hui et il y a 6 ans, ça n'a rien à voir. Je savais pas où me mettre, je comprenais pas vraiment pourquoi les feux des projecteurs étaient sur moi. Mais au final, ça m'a fait grandir aussi. Et justement, ce côté voyage, est-ce que ça a contribué à affiner ta cuisine en rencontrant d'autres cultures, sur place en plus, au-delà de goûter des cuisines du monde entier à Paris, parce qu'on a la chance de pouvoir le faire aussi, mais de les goûter dans leur cadre d'origine. Est-ce que ça a été quelque chose d'important pour toi? Je pense que quand on est cuisinier, les voyages, ça fait beaucoup. Déjà parce que c'est les seuls moments où on arrive un peu à prendre du recul sur notre cuisine, et parce qu'on découvre toujours de nouveaux produits, de nouvelles manières, de nouvelles techniques de cuisiner. Quand je suis parti en Corée, j'ai fait un 4 mains pendant une semaine dans un restaurant coréen. Et au début, je me suis dit, mais je parle 2 mots d'anglais, je parle pas le coréen, eux parlent pas français, je sais pas comment on va se comprendre. Et en fait, le langage de la cuisine, il est universel. Et à partir du moment où j'ai mis les 2 pieds en cuisine avec ma mallette de couteau, en fait, ça a roulé tout seul. Parce que voilà, on parle le même langage, on fait tous de la cuisine et on le fait tous avec passion. Donc, les voyages, c'est hyper important. Ça nous ouvre beaucoup de perspectives et ça évite justement de rester bloqué sur des choses. Et dans le même esprit, est-ce que tu aimes aller goûter la cuisine d'autres chefs? Je pense à Paris ou en France, de manière plus proche en tout cas. Alors j'essaye de le faire au maximum. Ouais. Je le fais de moins en moins depuis que je suis maman, mais c'est quelque chose que j'aime faire. Après, à Paris, on a plein d'endroits à découvrir. Et c'est vrai que quand on est du métier, quand on est en repos, on n'a pas forcément envie de retrouver le côté guindé aussi qu'on peut avoir dans notre quotidien. Donc moi, le week-end, j'aime bien aussi aller visiter des tables un peu plus décontractées, un bon bistrot, une bonne brasserie. Des fois, ça fait plaisir aussi. Oui, bien sûr. C'est plus aller découvrir des lieux, des personnalités.
c'est des univers de chef, mais c'est pas forcément toujours aller dans un étoilé. Non, bien sûr. Oui, j'aime bien une fois par an me dire, allez, je me fais un 3 étoiles pour voir. Ou je me fais un 1 étoile pour me comparer, pour essayer de voir si on a à rougir ou pas, où on en est, qu'est-ce qu'on peut améliorer, voilà, ça c'est hyper intéressant et il faut le faire. Ensuite, comment ça a germé l'idée de Bayeda ? À quel moment ? Parce que c'est pareil, tu es encore très jeune à ce moment-là, et arrive cette l'envie entrepreneuriale. Alors pourquoi ? Comment ? Enfin, raconte-nous un peu. Donc, on est au Fab de la Fontaine. Donc en 2016, il y a l'étoile qui arrive. Fin 2017, on a une conversation avec les garçons, donc Grégory et Sébastien, que j'ai rencontrés au Fab de la Fontaine. On était tous les 3 commis au début, et puis au fur et à mesure, on a tous gravi les échelons. Sébastien était mon sous-chef et Grégory était directeur de salle. Et donc on a tout traversé ensemble, des pires aux meilleurs moments. On se connaissait hors et au travail. On avait un peu la même vision du business et de la gastronomie. Et puis, à force de soirées un peu arrosées, on se dit, c'est bon, nous aussi, on peut faire notre business et on n'est pas... pourquoi les autres et pas nous ? On s'est dit, voilà, ça fait 6 ans qu'on est là, je pense que c'est déjà pas mal, rester fidèle à une entreprise pendant... Surtout, encore plus à l'heure actuelle, exactement. C'est énorme. Ouais. Et puis on s'est dit pourquoi pas voler de notre propre aile. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et très rapidement, on a commencé à visiter des lieux. On a visité Itinéraire, parce qu'à l'époque c'était Itinéraire de Sylvain Sandra. Et on a eu un gros coup de cœur sur le lieu. Okay. Et là on s'est dit ok, c'est ça qu'il nous faut. Donc ça s'est fait très rapidement. Décembre 2017 on avait les clés. En mars 2018 on ouvrait. Et en fait on a acheté Bayeta et notre traiteur en même temps, qui était à l'époque un bar à manger caribéen, parce que du coup mes 2 associés sont martiniquais, et on s'est dit on va créer 2 univers. Bayeta, donc c'est le bisou en niçois, qui sera notre repère méditerranéen, où on va vraiment mettre en avant ma cuisine, et le bar caribéen, où on va pouvoir mettre en valeur les rhums, les tapas caribéens, et en même temps ça faisait un petit vase communicant entre les deux, donc c'était hyper sympa. Mais c'était déjà en fait en soi ambitieux de se dire on va lancer une affaire, mais vous en avez lancé 2. C'est ça. Je me suis dit on est 3, on peut acheter 2 affaires. Ouais. Non mais il y a une insouciance et quand c'est la première t'es un peu foufou. Est-ce que vous aviez tous à peu près le même âge ou... Ouais, moi j'avais 23, Sébastien 25 et Grégory presque 27, quelque chose comme ça. D'accord, ouais. Alors tout est très clair pour le restaurant gastro, parce que c'est ce qu'on a envie de faire. On veut notre lieu qui nous ressemble. Nous on a toujours fait de l'étoilé ou presque, donc de toute façon on se voit pas faire un bistrot. C'est la cible en fait, voilà, c'est ça. On se dit, voilà, on se laisse 2-3 ans, objectif avoir notre étoile. Donc on ouvre Bayeta en mars, on ouvre un peu plus tard le bar. Parce qu'au début, on a toute l'équipe ici, on sait qu'on est un peu attendu au tournant. Moi, j'ai un peu le stress de me dire, voilà, c'est la première affaire, je voulais qu'on fasse les choses bien. C'est l'autre facette finalement de la pièce où tu as eu beaucoup de médiatisation, mais du coup beaucoup d'attentes. Exactement. Pour ton premier resto en ton nom. Exactement. Donc t'as pas envie de te louper, t'as envie de faire les choses bien. Et puis voilà, on est patron de notre restaurant, là. C'est plus... c'est plus pareil. Il y a une autre dimension, même si on faisait très attention là où on était avant et qu'on fonctionnait pratiquement comme des si patrons. C'est jamais pareil. Quand c'est ton bébé, tu fonctionnes pas pareil. Non. Donc, Et justement, sur le côté entrepreneuriat, est-ce que pour trouver le lieu, tout ça, pour faire les choix, c'était vraiment, vous avez travaillé tous les 3 à l'instinct, ou est-ce que il y avait un côté hyper carré, business plan, choix de localisation, parce qu'on sait aussi que l'emplacement, c'est hyper important dans la restauration. Comment est-ce que vous avez conscientisé ou tout ça, ou est-ce que c'était vraiment le lieu, c'était le coup de cœur, donc vous n'avez pas fait... Sur le lieu, ça a été le coup de cœur, donc ça a été vraiment le feeling, et on s'est... Au début, le soir, on passait dans le quartier, on se disait... On sortait du 7e, on venait dans le 5e, on se disait oula, il est bizarre ce gars. Est-ce qu'on a bien fait ? Mais voilà, c'était le coup de cœur du lieu.
Et aujourd'hui, on ne regrette pas, puisqu'au final, quand on a un lieu de vie, on peut être un lieu de destination aussi, les gens se déplacent. Bien sûr, surtout Donc, à Paris, oui. Voilà. Donc, on n'est pas allé à 300 km. Donc finalement, on ne regrette pas d'être venu s'installer dans le 5e. C'est vraiment... Et du coup, c'était vraiment le lieu qui vous a fait venir, en fait, Exactement. plus que une réflexion autour de l'emplacement. Il y avait tout ce qu'on recherchait. C'est important. C'était vraiment... c'était déjà un restaurant qui était étoilé avant. Donc on savait qu'il y avait déjà une partie un peu de la clientèle qui pouvait être là. L'équipement en cuisine, etc. Il était au niveau, etc. Voilà, à ce stade-là, tu commences à penser un peu finance aussi. Quand tu arrives dans un bistrot ou dans un petit restaurant traditionnel, si c'est pour casser toute la cuisine, nous, on n'a pas d'investisseurs derrière nous. C'est important de le dire aussi. On est 3 jeunes, on sort de notre première expérience de travail. Donc on est un peu foufou, mais bon, quand même, on se dit, on va pas faire des folies non plus. Donc c'est rassurant aussi d'avoir un lieu qui est un peu pas clé en main, parce qu'on on a mis notre touche. C'était important aussi. Quand c'est le premier, t'as envie de le mettre à ton image, t'as envie Bien sûr, qui te ressemble. On voulait pas arriver et réouvrir comme Sylvain l'avait fermé. Mais en tout cas, c'était cette sécurité de se dire, ok, c'est un restaurant qui a tourné, qui était étoilé, et il y avait le cadre. Voilà. Vous n'avez pas eu de mal à... Enfin, les banques vous ont suivi tout de suite. Il n'y a pas eu de problème de ce point de vue-là pour les investissements. Vous avez ça a été assez rapide. Ok. On a eu un premier refus d'une banque. Ensuite, on n'a pas été voir qu'une seule banque. Donc, ça a été... Donc, il n'y a pas eu de frein, en fait. Ça a été fluide. Tout s'est bien passé. Ouais. Quoi. Bon, vous ouvrez Bayeta. Est-ce que ça s'est passé comme tu l'imaginais ? Qu'est-ce qui a potentiellement différé entre le rêve et la réalité ? Est-ce que c'était comme on se l'imaginait Je pense mieux. C'est bien de l'entendre. Ouais, parce que tout de suite, en fait, on a trouvé nos marques rapidement. On s'est fait une nouvelle clientèle. On a gardé une clientèle fidèle qu'on avait au Fab aussi. Mais tout de suite, on avait une équipe solide. On a des jeunes qui nous ont suivis. Quand on est parti des Fab, qui nous ont dit nous on veut être avec vous, on vous suit depuis le début, donc vous nous dites l'adresse, on arrive avec les couteaux, et puis donc, voilà, on avait une team hyper motivée, et ça fait la différence, parce que humainement les clients ils le ressentent, et les premiers mots qu'ils nous disaient c'est on sent une chaleur, on sent qu'il y a une bienveillance avec l'équipe, qu'il y a quelque chose. Et ça, on était les plus forts. On était les plus forts parce que voilà, on était ensemble, qu'on avait un objectif commun. Et c'était aller chercher cette étoile au bout de 2 ans. Et au final, 1 an après, c'est ça, encore une fois, très rapidement. Donc voilà, le travail paie toujours. Et c'était une belle première année. On a très bien travaillé. Ça a été pendant 1 an, personne de l'équipe n'est parti, donc ça aussi ça fait du bien. Nous on revenait d'une entreprise où on était ouvert 7 jours sur 7, donc beaucoup de turnover. Beaucoup de turnover. Et franchement, quand tu arrives au bout d'1 an avec la même équipe, tu te dis waouh, ça fait du bien. Et c'est aussi que on dégage un truc positif et que tu te dis ok, on est peut-être des bons patrons. Et justement, exactement, le côté patron, le côté management. Donc tu as connu plusieurs établissements, tu as aussi mûri, parce que mine de rien, quand tu ouvres Bayeta, tu as pas loin de 10 ans d'expérience, même si tu es encore très jeune, ça fait quand même une somme. Déjà, moi j'ai beaucoup évolué entre quand j'étais chef au Fab et quand j'ai ouvert mon restaurant en tant que chef. D'accord. Est-ce que c'est le côté devenir propriétaire qui a fait cette évolution ? Qu'est-ce qui a changé la donne ? Déjà ça, parce que je me sentais libérée de quelque chose et c'était chez moi, donc je me sentais bien avec moi-même et du coup je pense qu'il y avait quelque chose qui se faisait ressentir derrière avec mes équipes. T'étais bien aligné. Voilà. Là où j'étais pas du tout à l'écoute quand j'étais au Fab, parce que j'avais une pression inconsciente parce que j'étais pas chez moi. Mais tu devais rendre des comptes en fait à quelqu'un. Exactement. Là, quand on ouvre Bayeta, je me dis ok, si on se loupe, c'est nous. Mais il n'y a pas quelqu'un en haut où tu vas dire pardon. Non. Donc en fait, il y a déjà il y a des barrières qui disparaissent. Et déjà, on se rend compte que quand on ouvre Bayeta, on commence à être beaucoup plus à l'écoute de notre équipe aussi.
parce que tu as envie de les faire rester, parce que tu as envie de construire ton équipe, parce que tu vois tout pour toi. Donc forcément, tu essayes déjà de te dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire changer? Qu'est-ce que nous, on n'a pas aimé quand on était employé? Qu'est-ce qu'on veut inculquer à nos équipes? C'est ça. Et ça va être des détails à la con. Mais ça va être un verre le samedi soir avec l'équipe, ça va être le café du matin avec la team. C'est des petites choses. Un petit merci de temps en temps, un petit brief, un petit... Mais ça change tout. Parce que nous, on n'a pas compté nos heures. On a fait du 7/7. Et il y a des moments où on se disait... on est content de le faire parce que c'est notre passion, parce qu'on se sent évoluer. Parce qu'on avait des évolutions dans nos postes, parce qu'on voyait. Mais il y a des moments où tu es éreinté et que tu te dis, là, ce dont j'ai envie, c'est ok, super les gars, merci, c'est super. Un truc qui te relance un peu, parce qu'au bout d'un moment, tu te dis, pourquoi faire tous ces sacrifices finalement? Parce qu'il ne faut pas oublier, le métier de la restauration, c'est un métier où on fait beaucoup d'heures et où on n'est pas rémunéré à la hauteur de l'investissement personnel. Ouais. Comment tu expliques que toi, t'as eu ce cheminement où tu savais finalement, t'as su te souvenir de ce qui t'avait manqué quand tu étais salarié et tu essayes de le donner à ton équipe? C'est pas toujours, c'est pas généralisé en fait dans le secteur. Il y a bien sûr plein de patrons et de chefs qui essayent de faire au mieux avec un contexte qui est hyper difficile, encore plus post-Covid. Mais cette conscience des salariés, de leurs conditions de travail, c'est pas forcément généralisé. Alors, comment t'expliques que toi, t'as réussi à faire ce chemin personnel et cette évolution qui n'est pas le cas dans plein de restos? Peut-être parce qu'on est 3 aussi. Et que pour moi, ça, c'est une vraie force qu'on a. C'est qu'on est complémentaires, que quand il y en a un qui va un peu moins bien, les 2 autres prennent le dessus. Et qu'à aucun moment, on se sent seul face à nos soucis aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que oui, patron, c'est hyper bien, t'as plus de comptes à rendre, mais si, t'as toujours des comptes à rendre. Hein, parce que là, les factures, elles s'accumulent. Faut pas oublier de faire les papiers après le service. Enfin voilà, il y a le stress de ça aussi qui arrive. Et quand t'es tout seul, je pense que y a un moment où tu peux te laisser vite déborder et que c'est là où tu vas reprendre les mauvaises habitudes. En général, on reproduit ce qu'on a vécu. Hein. Exactement. Donc, si tu as été formé à la dure, le jour où s'ouvre ton restaurant, en général, tu fais ce que tu as reproduis, ouais. Et donc, toi, tu as ces espèces de garde-fous. Enfin, vous êtes vos propres garde-fous, tous les 3. Exactement. Et comment si pour les auditeurs qui rêvent d'ouvrir un resto, en se disant, le mode association, le fait de trouver des associés, c'est une super formule. Toi, qu'est-ce que tu recommanderais de chercher quand on veut s'associer avec quelqu'un? Est-ce que c'est la complémentarité qui fonctionne pour toi le mieux? Déjà, de ne pas chercher des associés. Je pense que ça doit être une évidence. D'accord. Nous, on ne s'est pas demandé si on voulait être associés. On s'est retrouvés tous les 3, on s'est dit, ok, on va chercher un restaurant. non, mais c'est très intéressant. Je trouve que l'association, ça peut être quelque chose de très risqué. Et... nous, on se connaissait suffisamment pour se dire, ok, on a tout vécu ensemble avant, on sait ce qui nous attend. Aujourd'hui, si je devais refaire les choses avec d'autres personnes que Grégory et Sébastien, je ne le ferais pas. Parce que j'avais une confiance aveugle, parce que je savais où on allait, et surtout parce que je voulais des associés qui travaillaient dans l'entreprise, et pas des associés juste investisseurs. C'est très très intéressant ça. Parce que aujourd'hui, c'est là où la restauration, c'est du terrain. Ouais. Si t'es pas sur le terrain, tu peux pas comprendre. Et un investisseur, il va te demander des chiffres, il va te demander un rendu, mais il pourra jamais prendre en compte le côté humain, le côté terrain, où tous les jours on a des imprévus, où t'as beau fonctionner, t'as un jour tu sais pas pourquoi, tu vas passer à la trappe. Ça, la force qu'on a, c'est qu'on est tous les 3 pour se dire, ok, là tout le monde a fait son possible, mais c'est comme ça. Donc faut le prendre, il faut avancer, il faut pas se dire ah là attention, non. Et pour moi ça c'est hyper important. Et surtout arrêtez d'ouvrir des restaurants si vous n'êtes pas dans la restauration, parce que c'est un vrai métier. C'est un des seuls métiers où on peut ouvrir un commerce sans avoir de diplôme. Et pour moi ça c'est aberrant. Contrairement à une pâtisserie par exemple. Parce qu'aujourd'hui on s'improvise pas restaurateur. Non mais c'est une bonne leçon, c'est hyper intéressant. Après je dis pas que ça marchera pas, il y en a qui sont autodidactes, qui sont lancés, ça a marché.
Mais ils bossent dans l'entreprise, en fait. Ils sont pas... Voilà. C'est le côté c'est investissement. C'est pas juste j'achète attention. un resto et puis je vais mettre un chef là et ça Ouais. va marcher. Ouais. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le rêve, ça. Mais ça se passe pas comme ça. Finalement, assez peu de temps après l'ouverture, 2 ans après, arrive le Covid. Comment vous l'avez vécu, toute l'équipe? Comment, alors, comme tous les restaurateurs, hein, bien sûr, ça tombe sous le sens, mais vous avez survécu. On a survécu, heureusement. Mais c'est vrai que ça a été une période marquante, où il y a eu beaucoup de peur au début. Moi, je me souviens, début de service, on est avec Grégory en train de se dire « Oh, mais c'est des conneries, tout ça. » Et puis à 20h, ils nous disent « Bon, à minuit, vous fermez les portes. » Là, déjà, tu te dis « D'accord. » Nous, ça faisait 2 ans qu'on était ouverts, on n'avait jamais fermé, ni pour des vacances, ni pour rien, parce que on voulait faire un maximum de trésorerie, essayer de se dire, voilà, en général, les 3 premières années, c'est hyper important. Ouais. Donc là, on se dit, d'accord. Donc là, on nous ordonne de fermer les portes de notre restaurant. Et je me souviens très bien, après le service, on est avec toute l'équipe du bar et du restaurant. Et on leur dit, écoutez, on va sûrement devoir fermer 1 semaine ou 2, parce qu'on ne s'imagine pas l'ampleur de la chose. Et on leur dit, restez sur le pont. Ne partez pas à droite à gauche. Nous, on a besoin de compter sur vous. Si demain, ils nous disent, on y va, qu'on soit prêt et qu'on ne soit pas là en train... voilà. Et je pense que ça, c'est une des choses que je regrette le plus. Parce que nous, on avait des jeunes dans notre équipe qui étaient seuls dans des appartements de 12 mètres carrés. Et ça, au bout d'un mois, au bout de 2 mois, tu te dis, waouh, c'est hyper dur. Donc régulièrement, on essayait d'organiser secrètement des petites rencontres au restaurant. Et puis au bout de 3 mois, de toute façon, on a fait de la vente à emporter au restaurant. Donc on a gardé les employés en chômage partiel. Mais voilà, ils venaient nous rendre visite, on faisait des tournois de Uno, des tournois de Rami. Voilà, on essayait de garder ce lien. Parce que déjà, c'est pas facile quand nous, on était là ensemble, tous les 3. Mais alors imagine quand t'es seul dans un studio et que tu peux plus travailler. Non, mais c'est hyper dur. C'est hyper dur. Nous, on a des gars qui n'ont pas travaillé pendant 1 an. Parce qu'on les a laissés en chômage partiel, parce qu'on n'avait pas le choix. Non, bien sûr. Et post-Covid, qu'est-ce que ça a changé pour toi, pour tes associés? Déjà, on l'a senti tout de suite sur le recrutement, parce qu'on a perdu quelques membres de l'équipe pendant le Covid. Et quand il a fallu recruter à l'ouverture, on s'est vite rendu compte que les états d'esprit avaient changé, que les attentes étaient différentes, qu'on s'est habitué à un rythme de vie. Certains ont redécouvert ce que c'était la vie à la maison. Ouais, la vie familiale. La vie familiale. Ouais. Je pense qu'on s'est tous remis en question, qu'on s'est tous dit, bon, c'est quoi le plus important pour moi ? Et du coup, on a senti tout de suite que là, fallait s'adapter, en fait. Et que ça servait à rien de râler. Et que la réalité, c'était que c'était un mal pour un bien, mais qu'il fallait que ça commence par quelque chose. Et tout de suite, moi, je leur ai donné une soirée en plus dans la semaine. Je leur ai dit, vous avez vos 2 jours de repos, et en plus de ça, je vous donne une soirée en plus. Moi, pendant le Covid, j'ai eu la chance de devenir maman aussi. Et ça m'a fait ouvrir les yeux sur plein de choses. Parce que moi aussi, j'avais envie dorénavant d'être un peu plus avec ma famille. Parce que avoir un restaurant, c'est, même quand t'es patron, c'est pas être là de temps en temps. Non, nous, on y est au quotidien. Ouais. Et on y est le matin, on y est le midi, on part un petit peu l'après-midi et on revient le soir. Donc, en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, ok, il faut qu'on trouve l'équilibre. Notre équipe, elle a besoin de temps pour eux, pour aller au cinéma, pour aller boire un verre, pour aller au musée, et nous aussi. Parce que nous, tous les 3, on est parents. Et en fait, ça a été une évidence et ça s'est fait naturellement. Maintenant, ils ont 3 jours de repos et ils sont mieux payés qu'avant. Et tout ce qu'on peut faire de mieux, on le fera parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il est temps que ça change, ça, dans la restauration. Et donc ça, pour toi, c'est à la fois le Covid et donc les problèmes de recrutement
et ton évolution personnelle, familiale, qui fait que ça t'a changé aussi ton regard sur ton métier, quoi. C'est le mélange des deux qui m'ont fait ouvrir les yeux. Et j'étais déjà un peu plus à l'écoute, mais c'est vrai que avant ça, quand on me demandait une soirée pour l'anniversaire de mamie, je me disais, mais est-ce que tu penses vraiment que moi je demandais ma soirée Mais en fait, il faut arrêter de voir comme ça. Ouais. Nous, les sacrifices qu'on a fait il y a 15 ans, que les générations d'au-dessus ont fait il y a 20 et 25 ans, on peut plus les faire. C'est plus entendable aujourd'hui, ouais. C'est plus possible. Aujourd'hui, on a envie de s'investir au travail, mais aussi de s'accomplir personnellement et d'avoir le temps pour ça. Et c'est normal, en fait. On ne peut pas se sentir coupable de demander du temps. Parce que le temps, il passe trop vite pour qu'on se dise ah ouais, je passe 7 jours sur 7 au travail, et pourquoi finalement Enfin, ça n'a pas de sens. Et ça, aujourd'hui, on a la maturité pour, on a pris du recul, on a nos familles, on a tout ça. Et c'est vrai qu'au début, quand tu commences le métier, enfin, tu veux pas l'entendre. Ouais. Et on le sait, il y a pas mal de femmes qui quittent le métier quand elles deviennent mères, justement, pour celles qui souhaitent le devenir. Est-ce que toi, maintenant que c'est ton cas, tu vois des solutions pour que ce métier soit accessible aux femmes et aux hommes, d'ailleurs, qui ont envie de s'occuper de leur famille? Moi, je pense qu'on peut trouver toujours un juste milieu. Moi, j'ai de la chance, je suis dans mon restaurant, donc si j'ai envie d'arriver à 9h le matin parce que je dois déposer mon fils à la crèche, je le fais, je demande la permission à personne. Mais j'ai envie de donner le droit à mes employés de le faire. Donc aujourd'hui, quand je recrute, c'est peut-être indiscret, mais je vais demander, est-ce que vous avez des enfants? Et si c'est le cas, de quoi vous avez besoin comme organisation? Est-ce que vous avez besoin d'arriver une demi-heure plus tard? Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez besoin d'avoir votre mercredi? Tout ça, je pense qu'il est temps aussi qu'on le prenne en compte, en fait. Enfin, ne serait-ce que le congé paternité, moi, quand j'ai commencé la restauration, c'était 10 jours. 12 jours avec les week-ends. Ouais. Bon, aujourd'hui, déjà, on a un peu plus que ça, donc c'est une belle victoire. Ouais. Mais c'est vrai, on dit toujours les femmes en cuisine, mais les hommes en cuisine aussi. Et pour le coup, les hommes dans la restauration, ils ont envie de profiter de leurs enfants aussi. Et ça choquait personne, mais donc, du coup, c'est forcément un sacrifice sur la famille. Ouais. Donc, pourquoi la femme, en général, elle décide d'arrêter, c'est que... parce c'est sur elle que repose la charge familiale. Exactement. Souvent. Ouais. J'aimerais aussi revenir sur un point, tu nous le disais, pendant des années, t'as pas compté tes heures, t'as pas compté l'énergie investie dans ce métier, encore plus sûrement quand t'es devenue ta propre patronne. Ce qui est possible à 20 ans, est-ce que ça te semble, en dehors des changements de notre société, du Covid, etc., est-ce que tu penses que ce mode de vie, il est tenable à long terme? Enfin, à long terme, j'entends... à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, enfin, est-ce que... Moi, je pense que ce qu'on a fait à 18, à 20 ans, à 22 ans, déjà aujourd'hui, on commence à fatiguer. Parce qu'on ne peut pas demander à notre corps d'être au maximum de son énergie 7 jours sur 7 pendant des années, en fait. Ça va marcher, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Et pour moi, à 35 ans, 40 ans, le corps, il commence à lâcher. Enfin, avec tout ce qu'on vit, on est à un métier, malheureusement, où on a zéro hygiène de vie. On mange jamais à des heures fixes. Voire, il y a des fois, on ne mange pas parce qu'on n'a pas le temps. On dort peu. On a une pression, même si aujourd'hui, on s'en rend plus compte, c'est hyper stressant. Donc non, pour moi, et j'espère pas qu'à 40 ans, je ferai le nombre d'heures que je fais aujourd'hui. Parce que pour moi, c'est pas viable et il faut apprendre à travailler différemment, il faut apprendre à déléguer, je pense que c'est important. On peut se le permettre, on a de la chance, on n'est pas que tous les trois, on a une équipe avec nous. Il faut aussi savoir s'appuyer sur les autres et que les autres s'appuient sur nous inversement. En fait, c'est trouver l'équilibre et pour moi, c'est pas viable pendant 20 ans, 30 ans, c'est impossible. On n'est pas des super-héros. Alors oui, à l'époque, il y avait beaucoup de drogue, Ouais, c'est ça aussi. On a de la chance. Ou des gens Ou des gens qui font des crises cardiaques, qui lâchent à 45, 50 ans. Bien sûr, on en connaît tous en cuisine, en salle, mais ça,
tout ça de ta vie, t'as travaillé, t'as fait des sacrifices, t'as commencé jeune, et puis en fait, t'as même pas profité de la vie. Ouais. Quoi. C'est intéressant de voir ce cheminement. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à une femme ou un homme qui nous écoute et qui aurait envie comme toi, de devenir chef? Est-ce qu'il y a un conseil qui te semble utile à partager avec les auditeurs? De s'écouter soi-même déjà. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où le regard des autres compte beaucoup. On a tendance à beaucoup écouter la famille, les amis, mais je pense que déjà, il faut s'apprendre à s'écouter soi-même et que si on est convaincu d'aimer quelque chose et de réussir à faire quelque chose, on va y arriver parce qu'on mettra toujours les moyens pour. Que c'est pas un métier facile, mais que c'est un métier de passion et que ça n'a pas de prix. Quand on se lève le matin et qu'on va faire quelque chose qu'on aime, c'est formidable. Donc de pas lâcher, que oui, c'est un métier où il y a des imprévus tous les jours, où c'est compliqué, mais que la plus belle des récompenses, c'est de voir les clients à la fin du repas venir nous remercier, limite les larmes aux yeux et nous dire j'ai passé un moment merveilleux, ou vous m'avez fait oublier pendant un instant les malheurs que j'ai, ou toutes ces petites choses là où on se dit voilà, on sait pourquoi on le fait et c'est beau en fait. On n'a pas encore parlé de l'épicerie. J'aimerais bien qu'on en dise quand même un mot. Est-ce que tu peux nous raconter donc le concept derrière ce lieu complémentaire du restaurant? Donc, après Covid, du coup, on a transformé notre bar caribéen en épicerie fine traiteur méditerranéen. Donc, au début, ça s'appelait Beau, le bisou en créole, et Bayeta, le bisou en niçois. On l'a transformé en Cicéron. Donc, Cicéron autour du pois chiche. Petite anecdote de Cicéron qui avait une verrue en forme de pois chiche. Et parce que moi, le pois chiche, c'est un ingrédient que j'apprécie beaucoup. Bien sûr, on pense tout de suite à la soca. Exactement. Pendant mon enfance, voilà, la soca, les panis, le côté arménien aussi, où il y a beaucoup de pois chiches. Et en plus de ça, j'avais de plus en plus de demandes au restaurant de régimes alimentaires un peu différents. De personnes qui mangeaient plus de gluten ou qui mangeaient de temps en temps un peu de protéines animales, mais pas tous les jours. Et je me suis dit, pourquoi pas créer un lieu autour de ça, justement. Et parce que le pois chiche, c'est une super bonne alternative aux protéines animales. Et qu'en fait, on peut faire plein de choses avec le pois chiche. Ouais. Donc ça paraît peut-être pas sexy au premier abord, mais c'est vraiment un ingrédient où on peut faire énormément de choses avec, que ça soit en farine, que ça soit sec, frais. Donc on peut le tourner dans tous les sens. Nous, on s'amuse de l'entrée au dessert. Donc on a une partie épicerie fine avec des produits que j'ai sélectionnés de producteurs que j'adore dans le sud. Voilà, je fais venir vraiment des produits qui me tiennent à cœur. Et un côté plus traiteur. On va retrouver les panis, la pisse saladière, je fais la daube niçoise. Voilà, donc les gens du quartier pour l'apéro, ils viennent prendre leur part de pisse saladière, quelques panis. Voilà, on voulait un lieu aussi convivial que Bayeta. Et un peu plus sur la vente à emporter aussi, parce que Covid nous a fait aussi nous remettre en question par rapport à ça. Ouais, bien sûr. Avant de passer à la dernière partie de l'interview, j'aimerais bien te demander s'il y a des femmes qui t'inspirent. Et si oui, quelles sont-elles? Beaucoup. Déjà ma maman, que j'aime beaucoup. Énormément, que je remercie de m'avoir toujours soutenue aussi, parce que ça a été la première personne qui a eu des doutes, je pense, quand j'ai commencé le métier. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la personne la plus fière de mon parcours. Et que je l'ai faite passer par... toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Exactement. Et après, en cuisine, j'ai beaucoup d'admiration pour Anne-Sophie Pic, de par son parcours, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas issu de la restauration à la base, qui a baigné dedans, parce que bien sûr, c'est une affaire familiale. Ouais. Mais voilà, quand elle a repris le bébé, je pense que ça a été sacrément dur pour elle. Et qu'aujourd'hui, en fait, elle prouve par le travail que tout est possible. Et c'est la seule femme chef 3 étoiles en France. Et moi, je peux avoir que de l'admiration, parce qu'elle est d'une humilité, d'une simplicité que rarement des chefs à son niveau ont. Donc, ouais, c'est bien de le dire aussi. Ouais. On passe au questionnaire Girls in Food. Des questions pour mieux te connaître. Quel est ton dernier coup de cœur food?
Donc ça peut être un lieu, un resto, un plat, un livre, un vin, ça peut être ce que tu veux. Moi, je vais dire Gilles Goujon à Fonjoncluse parce que c'est le dernier 3 étoiles que j'ai fait. J'ai vraiment adoré. Ah, Ouais. ok. L'œuf pourri à la truffe, la langoustine, enfin tout le lieu, l'univers du chef, ça m'a séduite. Quel est le plat qui résume le mieux ton enfance? La pissaladière ou l'aioli, mais la pissaladière quand même parce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire au quotidien et j'en ai mangé à toutes les sauces, à toutes les heures et je m'en lasse pas. Est-ce qu'il y a un plat que tu as goûté et que tu n'as jamais oublié? Oui, beaucoup, mais un des derniers, c'est les berlingots d'Anne-Sophie Pic par exemple à Valence, où elle faisait aussi des salsifis avec une ventrèche de porc. Ça c'est tombé par terre. Après, en fait, dans chaque restaurant que j'ai fait, pratiquement, il y a un plat qui m'a marqué et sur lequel je pourrais vous dire un mot. Donc, il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a un aliment que tu détestes? Détester, c'est un grand mot. Maintenant, je suis pas fan du fenouil. J'aime beaucoup le travailler, mais j'aime pas trop ça. C'est marrant, ça. Est-ce qu'il y a un produit que tu as toujours au frigo ou dans ta cuisine, chez toi? Ah, oui. Des cornichons. Toujours avoir un pot de cornichons. Quand tu es à la maison, est-ce que tu as une recette fétiche que tu fais tout le temps? La recette doudou, réconfortante. J'adore faire des plats au four parce que c'est pratique. Nous, on aime bien recevoir en plus à la maison, donc à chaque fois, ça va être le dilemme lasagne ou moussaka ce week-end. J'arrive. Et quand tu es en cuisine, qu'est-ce que tu écoutes? Enfin, s'il y a une bande son, est-ce que tu es musique, tu travailles en silence, est-ce que tu écoutes la radio? Enfin, qu'est-ce qui se passe? On travaille en musique. On travaille en musique et tous les jours, quelqu'un de l'équipe différente met ce qu'il aime écouter, comme ça fait varier les plaisirs. Quel serait le restaurant de ta vie s'il n'en restait qu'un? Je précise, ça peut être le tien. J'allais dire, est-ce que ça peut être le mien? Tout à parce fait. Que là, je vais être égoïste. Hein. Baïta. Ouais. Est-ce qu'il y a un restaurant qui te fait rêver, que tu n'as pas encore, où tu n'es pas encore allé, mais qui est tout en haut de ta liste des choses à faire? Il y en a plein. Mais qu'est-ce que je pourrais dire? Le premier, si je pouvais faire, ça serait l'auberge à la bonne idée. Ah oui. Sébastien Franto. Ouais, pareil. Il est en haut de ma liste. Dernière question de cette interview. Quelle femme tu souhaiterais entendre au micro de Girls in Food dans un prochain épisode? Bonne question. Qui est-ce que je voudrais entendre? J'ai envie de dire ma compagne, parce que c'est quelqu'un qui a fait de la restauration, qui aujourd'hui est passé côté plutôt attaché de presse RP, mais je pense que ça pourrait être très intéressant. Tu nous donnes son nom? Ouais, ça serait Adélie Verne. Avec grand plaisir. Merci Julia. Merci. À très bientôt. Si ce podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre appli de podcast préféré. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.